Alors, tout à l'heure, en écoutant les échanges, notamment sur le Parti communiste, je me disais que il y a quand même un truc qui a changé beaucoup, c'est la question finalement de la stabilité des personnes. C'est que les partis de gauche, mais aussi d'extrême gauche, en tout cas dans les années 70, 60, étaient finalement quasiment toujours constitués de gens qui étaient dans l'emploi stable. Et il me semble que lorsque on s'engage dans un mouvement contestataire, lorsqu'on prend le risque en tout cas d'affronter l'exploitation et la domination, et quand on prend des coups, parce que c'est des combats où on prend des coups, il faut un minimum de protection et de sécurité collective. Et donc le problème aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que dans une période où de plus en plus de gens sont dans des situations de précarité sociale, mais aussi où peut-être aussi que les formes de stabilité familiale sont aussi beaucoup plus incertaines que par le passé, il n'est pas sûr que les partis politiques soient en mesure finalement de proposer cette forme de sécurité ou de stabilité qui permet l'engagement, qui est le support de l'engagement. Et donc par conséquent, je crois que si on a ça en tête, on comprend mieux qu'aujourd'hui, il y a désormais toute une galaxie de jeunesse militante, toute une galaxie contestataire qui a une vraie force militante, mais qui est totalement en dehors des partis politiques, qui est également en dehors du syndicalisme et qui, pour le plus souvent, est également en dehors de l'emploi stable. Et donc c'est ça que j'aimerais analyser aussi avec vous dans l'échange, avec à peu près 3 idées. D'abord, première idée, c'est de montrer quels sont les processus qui ont fait que ce monde militant, parce qu'il existe, a été finalement quasiment expulsé de l'emploi stable et également expulsé des métiers auxquels il aspirait. La deuxième idée, ça serait de montrer aussi, d'essayer d'expliciter en tout cas, comment ce monde militant aujourd'hui, ces jeunesses militantes, qui n'ont plus les sécurités qui sont liées au salariat, finalement reconstruisent en dehors du monde du travail tout un ensemble de protections collectives qui sont des supports aussi à la prise de risque de l'engagement contestataire. Et puis troisième idée, qui est la conséquence stratégique, parce que je suis quand même sur le principe que l'idée naît de l'action, mais elle doit retourner à l'action, et qu'il faut des conclusions stratégiques, surtout dans la période. Je pense qu'il faut qu'on porte l'idée d'une stratégie d'alliance entre le syndicalisme de lutte et toute cette galaxie contestataire. Pour que les choses soient un peu plus incarnées, la victoire partielle de Notre-Dame-des-Landes, elle doit beaucoup à cette stratégie d'alliance entre un syndicat, la Confédération paysanne, et puis toute une galaxie que j'évoque ici, de cette jeunesse contestataire. Alors, la première idée, quels sont finalement les mécanismes qui ont fait que toute une, peut-être pas toute une génération militante en tout cas, mais beaucoup de jeunesse militante aujourd'hui sont en dehors de l'emploi stable, sont en dehors du syndicalisme, et finalement ne se retrouvent pas du tout dans les partis politiques, eux-mêmes liés très souvent à l'emploi stable. Premier point, déjà un constat un peu statistique. Du côté du syndicalisme, on est actuellement autour de 3 ou 4% des jeunes, des moins de 30 ans, qui sont syndiqués. En l'espace de 30 ans, en tout cas de 83 à 2013, le taux de syndicalisation des gens de moins de 25 à 30 ans a pu être divisé par 3. Le taux de syndicalisation des cinquantenaires, il est 3 à 4 fois supérieur à celui des jeunes. Donc là, le constat statistique, il est évident. C'est-à-dire que la plupart des jeunes, y compris des jeunes militants, aujourd'hui, sont en dehors du syndicalisme. Alors, comment on est venu à ça? Comment on est arrivé là? Je pense que, pour une part, il y a des processus de blocage, finalement, des carrières, entre guillemets, professionnelles, auxquelles pouvaient aspirer tout un ensemble de jeunes militants venus d'univers sociaux différents, d'ailleurs, mais qui étaient construits pour aller vers quelque chose auquel ils ne peuvent plus accéder. Je vais prendre 3 exemples. Premier exemple, c'est le truc très connu de la socialisation militante ouvrière. À une époque, bon, c'était plutôt du côté des garçons, du coup, beaucoup de fils d'ouvriers, de familles syndiquées et tout, avaient un débouché à la fois professionnel et militant, qui les mettait aussi en cohérence sur un plan identitaire, du côté de l'emploi industriel, du côté de l'emploi ouvrier qualifié. C'est très simple. Les effectifs des emplois ouvriers qualifiés se sont complètement effondrés et par ailleurs, il y a aussi une formidable précarisation de l'emploi ouvrier. Donc du coup, pour toute cette jeunesse-là, c'est beaucoup plus compliqué. Ce type de débouché professionnel et militant et d'inscription finalement quasiment familiale, je veux dire, dans le syndicalisme, c'est complètement contracté. Alors, peut-être que l'école aussi a eu des effets aussi là-dessus. Lorsque des jeunes aussi, y compris des classes populaires, ont eu des études un peu plus longues,
bah, du coup, peut-être aussi que ça a créé des formes de dissociation avec ces identités militantes. C'est-à-dire que la figure de l'ouvrier syndicaliste autodidacte, elle s'est aussi un peu dévaluée aussi du fait de la scolarisation. Deuxième exemple de débouché professionnel de ces jeunes qui ont une construction critique, c'est tous les métiers de l'état social. Pour les gens de ma génération, c'était assez simple les choses. C'est-à-dire que je me souviens, un jeune qui avait le bac à 18 ans, issu d'une famille qui n'avait pas beaucoup de ressources, par exemple, il passait le concours d'instit, l'école normale, à 18 ans, salaire, qui a un salaire très très convenable, enfin un salaire en tout cas d'enseignant débutant, et puis on se retrouvait, les gens se retrouvaient dans l'enseignement, et c'est beaucoup ces gens qui ont fait aussi le syndicalisme de lutte dans l'éducation. Aujourd'hui, pour devenir instit, prof des écoles, il faut quand même avoir fait 5 ans d'études après le bac, passer le concours et affronter la concurrence de classes moyennes, d'enfants des classes moyennes, issus de familles beaucoup plus diplômées, beaucoup plus titrées, qui pour essayer de contrarier le risque de déclassement, eh bien, vont aussi beaucoup sur les concours et surinvestissent dans les concours. Du coup, il y a toute une jeunesse là qui avant prenait pied dans l'emploi stable de l'état social et qui y allait aussi avec l'idée d'exercice au métier avec une forme de vocation critique, de vocation militante, mais qui y trouve plus sa place. Dernier exemple côté éducation, prof de philo. Moi, j'ai souvent, ça m'est arrivé par je suis de Rennes, des gens dans la mouvance un peu protestataire, des jeunes qui disaient, moi, dans ma famille, on n'a pas fait d'études, mais les cours de philo, pour moi, c'était être intelligent, que d'accéder à la philosophie. Bon, et donc ces jeunes-là, parfois, ils empruntaient le parcours de la philo pour devenir prof de philo. Sauf que le CAPES de philo aujourd'hui en France, l'an dernier, sur 100 personnes présentes, il y en a 10 qui ont le concours. Sur les inscrits, il y en a 4 qui ont le concours. Qu'est-ce qui se passe au final? Il se passe que pour les jeunes d'origine populaire qui empruntent ce type d'études, dans la plupart des cas, ils n'ont pas le concours. Ils n'ont pas le concours. Ceux qui l'ont, c'est beaucoup plus des jeunes qui sont passés par les classes préparatoires, issus de familles beaucoup plus titrées et qui ont plus de ressources pour assurer un concours qui est devenu de plus en plus sélectif. Donc voilà, ces gens ont une construction intellectuelle, ont une ligne de conduite critique, mais ils n'ont pas l'emploi auquel ils aspirent. Troisième exemple, tous les métiers du côté artistique, si vous voulez, les métiers culturels et tout ça, bon, tout le monde connaît ici ce qui était arrivé au statut d'intermittent, enfin la contraction là aussi dans le stable de ce côté-là. Il y a là encore, tout un monde de jeunes artistes, de jeunes critiques, contestataires, qui n'ont plus non plus accès à l'emploi stable. Alors, voilà, donc une fois qu'on a dit ça, c'est pas pour autant que ces jeunes, ces générations militantes qui n'ont pas accès à l'emploi, c'est pas pour autant qu'elles sont plus militantes. Et c'est ma deuxième idée, en fait. Je pense qu'au contraire, aujourd'hui, il se construit en dehors de l'emploi stable tout un monde militant qui en fait recrée des sécurités que le salariat ne leur donne plus, mais avec d'autres moyens en fait. Alors on va être peut-être plus concret. Ce que je vois moi en fait dans ce que j'ai pu, avec mes amis, dans les rencontres qu'on fait, dans ce qu'on observe, c'est qu'il y a des réseaux aujourd'hui qui existent, qui sont très très organisés du côté du logement, de l'autoconstruction, des squats, des réseaux du côté de l'alimentation, de boulangerie bio, des cantines, des réseaux du côté de la diffusion de savoir, des équipes juridiques qui se mettent en place aussi au moment des manifestations, des équipes aussi de médics avec des gens qui ont plein de ressources parce qu'ils ont aussi des formations évidemment. Voilà, et donc il y a finalement tout un monde qui recrée des formes de protection collective, qui sont aussi des supports finalement à la prise de risque de l'engagement. Et puis c'est aussi un monde qui est une forme de contre-société dans laquelle s'expérimentent aussi d'autres normes et d'autres valeurs. C'est aussi un endroit où les assignations genrées, la question aussi de la dignité animale, la question des modes d'alimentation, enfin plein de choses encore, sont vraiment questionnées et ils s'inventent ici d'autres formes finalement de vie. Alors, bon, peut-être que, que tout ça, enfin cette contraction des emplois que j'ai évoqués tout à l'heure, salariés, peut-être que ça invite aussi à d'autres formes peut-être de débouchés professionnels. Il y a aujourd'hui des gens qui vont vers l'agriculture biologique par exemple. Il y a sans doute aussi des carrières comme ça d'indépendants qui sont réévaluées dans ce monde militant. Mais globalement, les gens ne sont pas dans le syndicalisme, ils ne sont pas dans l'emploi stable.
Alors, la conclusion de tout ça, je terminerai là-dessus, c'est que sans doute ce qu'il faut penser aujourd'hui, c'est des formes d'alliance entre ces réseaux militants qui existent et puis le syndicalisme, en tout cas le syndicalisme de lutte, tel qu'on peut le promouvoir. Alors, c'est pareil, hein, ce n'est pas des choses qui sont simplement abstraites. Bien souvent, finalement, il suffit de regarder ce qui se passe et essayer de l'étendre, en définitive. Le mouvement social est beaucoup plus intelligent que le plus pertinent des analystes. Hein. Et dans l'exemple que je connais, la ville de Rennes, en fait, hein, il y a déjà toute une forme d'alliances qui se sont nouées. Il y a aujourd'hui une grève des facteurs qui tient depuis maintenant 90 jours, hein, factrices en fait, c'est beaucoup des femmes qui sont impactées par des changements d'horaire, qui leur rendent la vie impossible. En fait. Et donc, ces réseaux de jeunes militants, eh bien, en fait, donnent... il faut que je prenne un petit peu de l'eau. Ouais, de l'eau. Si. Merci. Et donc la grève tient depuis 90 jours et ça tient beaucoup justement parce qu'il y a ces réseaux qui sont en mouvement. Alors concrètement c'est quoi? C'est des jeunes qui animent des cantines de lutte, il y en a 6 à Rennes qui existent, hein, et qui apportent des légumes aux gens qui sont en grève, quoi. Parce que 90 jours il faut quand même les tenir. Ils apportent du fric. Dans les compétences que j'évoquais tout à l'heure, il y a les compétences musicales par exemple, il y a là aussi tout un paquet de groupes maintenant de musique militants qui font des concerts, et ça se fait aussi à Rennes, et qui apportent aussi du fric pour la grève. Dans les actions de blocage, je ne vais pas tout dire parce qu'on est filmé, mais il y a plein de choses qui se font et on voit des syndicats, moi je suis à la suite de l'éducation mais aussi de la CGT, qui viennent à la rencontre de cette galaxie en leur disant peut-être qu'il y a une opération qu'on pourrait monter ensemble. Quoi. Là on va pas être trop précis, mais ça existe déjà dans plein d'endroits. Et je crois que c'est... Et finalement, alors, en simplifiant à l'extrême le propos, on pourrait se dire que peut-être que là, il y a un intérêt commun qui se noue entre des jeunes militants qui ont une vraie puissance militante. Oui, dans les manifs et tout, on le voit. Bon, l'occupation des facs, par parenthèse, aujourd'hui, il n'y a pas que des étudiants. C'est aussi ce monde-là qui a... Et donc, il y a l'intérêt commun qui peut se tisser entre, d'un côté, ce monde militant qui a une base sociale, une inscription sociale qui est un peu fragile, et puis un syndicalisme un peu vieillissant qui, lui, qui a bien une base, mais qui manque de force militante. Là, il y a un intérêt commun, certainement, qui peut se créer. Et finalement, dans les discours néolibéraux, il y a beaucoup quand même l'idée d'essayer d'occulter la dimension des classes sociales, de la lutte des classes, en essayant de fracturer les gens, en opposant le privé public, évidemment, mais aussi en opposant les générations entre elles. Nous, peut-être qu'on devrait travailler, justement, à unifier, à réunir ces générations militantes qui existent, créer des alliances, et ça pourrait être peut-être, à mon avis, l'un des socles de la contre-offensive à faire des classes populaires. Excusez-moi, j'ai parlé très peu de partis politiques, mais dans le contexte actuel, je pense que c'est un enjeu qui n'est pas immédiat. Enfin, je pense que cette alliance est plus importante.